Euh, euh, Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour à tous, vous nous entendez? Oui, Ah oui, on va c'est bon. faire comme ça. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. J'essaie de mettre la caméra. Je sais pas ça me va. Je coupe le son parce que j'ai peur des aboiements. Si, je comprends. Bon, moi, j'ai pas coupé le son à Antoine, il peut aboyer pour l'instant. J'ai un problème technique, j'ai essayé de mettre deux écrans là, et c'est pire que l'autre fois. Euh, Non, je vais qu'on a pas. ok. Bon, je vais mettre juste sur un écran, on va voir ce qui se passe. Euh, bon, on va faire comme ça. Ah Vous bon, me voyez tous? non, on ne voit pas. Superbe. Non. Il Euh, a disparu. Là, c'est bon? Ah, c'est fou, quoi. Non. Démarrer vidéo. Oui, Oui, voilà, c'est bon. là, vous voyez mon écran? Non, vous voyez pas mon Oui. écran, je pense. Si, ici, Si? on voit Super. partage. On te voit C'est bon? aussi, ouais, ça marche. Enfin, moi, c'est Ok. bon. Pour les autres aussi, c'est bon, vous voyez bien le partage. Oui, oui. Oui, oui. Bon. Top. Xavier, t'as introduit ou pas? Oui, oui, rapidement. Bah, Ok, ça du roule. coup, deuxième visioconférence de Antoine Le Marécheur, donc qui va nous présenter aujourd'hui le Nodig. Donc un format un peu différent de la semaine dernière où là c'est plus interactif, hein. On fait une petite heure de d'échange sur le Nodig. Donc Antoine va nous faire sa présentation rapide et ensuite on pourra tous échanger, poser des questions sur sa mise en place, ce qu'il a pu découvrir sur ses expérimentations. Voilà, Antoine, je te laisse partir sur ta présentation et moi je rentre les participants au fur et à mesure. Super. Déjà, est-ce que je me représente ou est-ce que vous étiez tous là, toutes et tous là, la première visio? C'est OK pour moi. Moi aussi, c'est OK. Ok, ça T'as roule très bien. raison. Très bien. Par contre, j'ai pas l'écran. Ah là là. Il y a écrit Antoine a mis en pause le partage d'écran. Enfin, moi, j'ai ce message-là. Moi, j'ai l'écran. Ah, vous avez l'écran, vous? Ouais. Ah mince. Euh, Moi, je crois que j'ai une image et je pense que ça doit être écrit pareil. Attends, je stoppe mon partage et là Ah, je repartage. c'est bizarre. Au moins, je sais que mon son fonctionne. Je suis contente. Ouais, T'es mais en ça plein dépend des écran. fois quand vous Ok. rentrez et que Ah, c'est bon. l'utilise. Là c'est bon? C'est bon pour moi. Ouais, nickel, merci. Parfait. Pareil. Super, ça fonctionne. C'est mieux. Ok. Bon. Ouais, comme l'a dit Xavier, l'idée que ce soit interactif aujourd'hui. Oui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Juste si vous avez une question à poser, est-ce que vous pouvez lever la main sur le. Alors si je le vois, parce que malheureusement, je vois pas trop le chat. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais. Donc on va faire au mieux. Et petite précision, hier j'étais cloué au lit parce que j'avais une belle gastro. Mm. Donc j'ai rien Aïe, mangé aïe, aïe. depuis hier, donc je suis pas au top. Donc excuse-moi par avance de ma lenteur d'esprit parce qu'en fait il n'y a pas que le corps qui trinque, il y a aussi le De cerveau qui ruminer, arrive de pas trop ruminer. à parler. Voilà. Donc le nodig. Déjà, qui a une idée de ce que c'est le nodig? Pas du tout. Faites-moi rêver. Bon. Personne, c'est normal. En fait, c'est un concept, enfin c'est une méthode de culture qui est anglo-saxonne, qui vient plutôt des États-Unis, du Canada et de l'Europe, enfin plus des États-Unis. Et en fait, c'est pas connu parce qu'on parle très peu anglais en France. Nous, on connaît plus Fortier, qui a popularisé sa méthode avec son livre qui a été traduit en français. En fait, le Nordic, c'est un mix entre
MSV, donc maraîchage sol vivant, qui est plutôt du non-travail du sol et de l'apport de matière organique sans travailler le sol sur plutôt grande surface. Enfin, on va dire, c'est pas du micro-maraîchage, c'est plutôt sur en moyenne 3-4 hectares. Et le bio-intensif de Jean-Martin Fortier, qui est sur moins d'1 hectare, quoi. En gros. Donc c'est le mix des deux, c'est Fortier sans travail de sol. Alors, mes deux grandes inspirations, c'est donc Charles Doding et Richard Perkins. Je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos sur comment commencer le no-dig et les grands principes. Et Richard Perkins, beaucoup de choses aussi sur, pas que sur le maraîchage, sur, il a plein d'entreprises différentes au sein de sa ferme, beaucoup d'élevage aussi, et c'est hyper intéressant. Donc le no-dig, voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, les grands principes, c'est qu'on met du compost. C'est tout simple, en fait, on vient mettre du compost 3 cm par an. Au départ, on en met 15 cm pour booster la vie du sol. Et après, on vient planter dedans, on va mettre un peu de grelinette les premières années. Mais en fait, au bout de 3 ans, le sol n'a plus vraiment besoin de grelinette parce que la vie du sol s'occupe d'aérer le sol, en gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler mon diapo. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Et l'idée, c'est que ce soit encore une fois interactif. Donc, je vous en prie. Ouais, j'ai entendu quelque chose. Non, rien. Très bien. Alors, les grands principes. Donc, un mix entre MSV et Fortier, la petite surface, peu de mécanisation, standardisé au maximum. Alors, ça rejoint les principes de Fortier. Standardisé, optimisé. La matière organique, c'est du compost. Des passe-pieds, des copeaux de bois. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment un mix entre MSV et Fortier, comme je l'ai dit. Nous, la particularité, c'est que nos planches font 15 mètres de long. Ça nous permet en fait de varier les tâches, de finir vite une tâche et que ce soit très varié. On aime bien le fait que ce soit très petit parce qu'en fait, on voit très bien notre jardin. Enfin, tous les jours, on passe devant toutes nos planches. Donc, on a un contrôle vraiment sur tout le jardin. Et, en fait, il y a une citation qui dit que, enfin, moi, je préfère travailler sur une petite surface et m'en occuper bien, quoi, plutôt que ce soit étalé et qu'il y en ait plein partout et que je perde le contrôle. C'est un peu notre devise. Et donc, les avantages du no-dig, c'est premièrement, on vient nourrir le sol. Donc en fait, on a moins besoin d'intrants, on a des légumes qui sont plus nutritifs, qui sont plus goûtus. On a moins de mauvaises herbes, parce qu'en fait, on ne vient pas travailler le sol, donc il n'y a pas de levée de dormance par rapport à un travail du sol. Et puis le compost va agir comme paillis, en fait, va limiter l'enherbement. Et c'est joli aussi. Vous voyez, on est dans un environnement. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Un environnement hyper joli, petit et maîtrisé. Donc, du coup, c'est vraiment très agréable d'y travailler. Mm. Alors, petite surface. Donc ça, c'est les photos d'avant où j'avais pas d'allée centrale enherbée. J'avais bâché et des cailloux. Donc, c'était pas très beau. Mais en gros, nous, on est sur 1000 mètres carrés, donc c'est très petit. On a une autre serre qui s'est mise là. Là, on a la pépinière. Là, on avait 4 jardins, on en a 2 autres là maintenant, mais en fait, on fait une rotation. 1 an, 3 jardins en culture. Et pendant ce temps-là, il y a 3 jardins qui sont en engrais vert pendant 1 an. Et après, on fait une rotation comme ça. Donc, une serre de 200 mètres carrés ici et une autre serre de 200 mètres carrés là. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de notre ferme. Ensuite, ça, c'est une ferme qui s'appelle Clay Bottom Farm. Je vous invite vraiment à aller voir ces fermes-là. Elles sont hyper inspirantes. Enfin, surtout celle-là est méga inspirante. C'est une blague, c'est la mienne. Clay Bottom Farm, c'est une grande, grande inspiration. Ils sont encore sur plus petite surface que nous. C'est assez hallucinant. Et ils ont tout optimisé C'est joli. et c'est hyper joli, hyper intéressant. Ils livrent tous leurs produits à 3 km de leur ferme. Enfin, un truc comme ça, à 3 ou 5 km de leur ferme. C'est assez fou. Mm. Ils ont plein de petites techniques et d'astuces. C'est hyper intéressant.
Witchdale, je l'ai bien dit. Witchdale Farm, c'est Richard Perkins. Hyper inspirant aussi, hyper intéressant et c'est très beau aussi. Donc beaucoup de contenu sur YouTube. Donc foncez. Krautgart, là où j'ai appris le maraîchage, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur. Euh, donc Génial. pareil sur petite surface, hein. Et voilà, mes grandes inspi. Alors, deuxième point, peu de mécanisation. Enfin, troisième point. En fait, on va vraiment. Je vous avais montré ça, je crois, la dernière fois. Oui. On va vraiment utiliser des petits outils qui nous permettent de gagner en efficacité, mais on n'a pas de tracteur pour les cultures. On a un télescope, on a la chance d'avoir un télescope parce que mon père l'avait avant. Donc, pour transporter le compost, c'est vraiment pratique. Mais à part ça, on a Tuk-Tuk, le Pepperpot et d'autres petits outils que je vais vous montrer. Vous me dites si vous avez déjà vu, comme ça je passe rapidement. Oui, on l'avait vu l'autre fois. Oui. Ok. Le mur d'outils, avec les outils qu'on utilise, donc on utilise principalement des petits outils de désherbage. On a une herséterie qui va venir là-dessus, une herséterie manuelle. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle le zipper, c'est pour buter derrière les plantations de pepper pot, les grelinettes, des petits outils de désherbage, des plantoirs, mais là on utilise plutôt des planches pour planter. On utilise maintenant beaucoup de pepper pot, donc euh, on n'utilise plus trop quoi. Euh, nos trois râteaux qui sont indispensables pour étaler le compost et préparer les planches. C'est des râteaux en fait assez pratiques. C'est des râteaux à foin en fait qui ont deux côtés, donc on peut l'utiliser dans le Bon, sens de là, la il vient. planche et pour ramener les excès de copeaux de bois qui sont dans le compost dans les passe-pieds et pour égaliser. Notre faux, bon c'est plus un outil plaisir que efficace. Parce qu'un bon coup de broyeur c'est plus efficace, c'est plus rapide. Et ça c'est un outil pour planter les tomates qui est vachement pratique. Tomates, poivrons, aubergines. En fait, ça fait un gros trou. Et au lieu de venir avec une petite pelle maraîchère, là, moi j'appelle ça une truelle, mais c'est pas le bon mot. Pour planter, on vient faire un trou, et puis enlever la terre et planter directement. Donc c'est très pratique. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment bien rangé, organisé, et qu'on gagne du temps pour chercher un outil, pour le ranger, et moins de charge mentale pour chercher où sont les outils tout le temps, quoi. Alors j'essaie de voir le chat, mais euh, je suis vraiment un boomer parce que j'arrive pas. Alors, je clique ici. En fait, j'arrive pas à voir le chat, donc si vous pouvez me poser vos questions euh, en audio, c'est mieux. Ouais, donc l'idée que ce soit bien rangé avec un petit espace. Petite innovation pour les gants, regardez, ça c'est génial. Pince à linge, paire de gants. Bon. Vous voyez, ça c'est super. Bon, c'est pas moi l'idée, je l'ai piqué sur Pinterest. La récolteuse à mesclun, est-ce que vous connaissez cet outil? Non. Pas du tout pour ma part. Non. Eh ben, c'est un outil génial en fait. J'aurais dû mettre une vidéo. Il y a une petite perceuse qui vient là. Vous voyez mon curseur quand je fais ça? Oui. Ouais, une petite perceuse qui vient là. Une visseuse sur batterie. Et en fait, ça vient activer une lame là et aussi la brosse qui va venir entraîner en fait les légumes, le mesclin, les épinards, la roquette, tout ça, Ah, elle est entraîner les légumes coupée. feuilles. Et ça change littéralement. Enfin, on multiplie par 5 à 10 fois le temps de récolte. Enfin, on diminue, pardon. Donc c'est vraiment très très pratique. Ça s'appelle la Donc ça récolteuse à coupe. mesclin. Ouais, ça coupe et ça récolte en même temps. Donc en fait, on a un gros sac derrière. Si vous voulez, je peux vous montrer pour que ce soit plus parlant, parce que c'est vraiment un outil très intéressant. Euh, Vous voyez mon écran ou pas? Là, Oui. superbe. Alors, Greens Harvester. Non. Non, moi je suis restée sur l'outil. Je sais pas si. Ouais, moi aussi, Ouais. Ah, pareil. ok. Attendez. Je vais faire partager tout l'écran. Hop, c'est bon? Oui. Oui. Superbe. On s'en fout, on va voir
C'est pas une super vidéo. Ah voilà, vous voyez? Oui. Ah, ok. Vous avez vu? Voilà. Donc c'est vraiment super. Ça fait un peu mal au dos, donc ils ont créé une rehausse qui fait mal au dos. Ça, c'est Elliot Coleman, grand monsieur, je pense que vous le connaissez. Non. Elliot Coleman. C'est lui Oui, qui a inspiré Jean-Martin Fortier. Ah, d'accord. Bon, plein de contenu intéressant aussi sur YouTube et ses livres. Le Paper Pot, Hmm. notre semoir, je ne recommande pas ce semoir-là, c'est un semoir allemand qui n'est pas très précis. Donc je vous recommande plus le JP1. Nos couteaux sur l'organisation. Donc couteau, la serpette pour récolter les aromates et l'épinard parfois. Et si on a des petites récoltes, on ne prend pas la récolteuse, on prend ça. Les couteaux à laitue, c'est vachement pratique. En fait, c'est cette partie-là qui est tranchante. Et on vient couper la laitue de façon. Enfin, on vient pas. On vient, pardon. On a moins mal au poignet quand on récolte parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de tension sur le poignet. Donc très pratique. Nos épinettes et sécateurs. Donc ça, c'est plutôt classique. Tout standardisé. C'est bon pour vous pour l'instant? Oui. Oui. Ça marche. Tout standardisé, donc comme méthode Forcier, quoi. Enfin, tout standardisé. Les dimensions de nos planches, donc 15 mètres de long, 75 cm de large, et nos passe-pieds font 35 cm. Nos D'accord. passe-pieds sont un peu plus petits que la moyenne, enfin que Fortier c'est plutôt 45, on dit, mais nous on a fait 35 comme Perkins, et ça nous convient. Dans les serres, on met un peu plus, parce que il faut un peu plus d'espace pour naviguer entre les planches. Même taille de jardin, on a des jardins de 12 planches, donc ça fait 16 mètres sur 16 mètres. Et on a aussi des mêmes tailles de bâches pour bâcher tout un jardin. On a des bâches entières, quoi. Et aussi, enfin, à partir de l'année dernière, depuis l'année dernière, on a des P17 qui font un jardin entier. Avant, en fait, on faisait un P30 par planche. Mais en fait, quand on les enlevait chaque semaine pour venir checker si les cultures allaient bien et désherber si besoin. Et c'était hyper chronophage. Donc maintenant, on met un voile sans arceau sur tout le jardin. Et ça marche très bien. Donc standardiser les filets, les voiles, les bâches, standardiser l'irrigation, les process. Ouais, standardiser les process aussi. On a mis en place des checklists. Par exemple, sur quand on va préparer la récolte la veille, en fait, on récolte le mercredi et le vendredi, et le mardi et le jeudi, la veille, on vient préparer la récolte. Donc on sait que, bon ça a changé puisque maintenant on a tout rassemblé dans le poulailler. Mais il nous faut du matériel de récolte, des vêtements, etc. Donc ça permet vraiment de rien oublier, de pas être frustré, de faire des allers-retours. Voilà. Fiches process qui sont un peu plus détaillées que les fiches, que les checklists, qui vont vraiment aller plus loin dans, dans chaque étape d'un travail. Donc là, c'est la maintenance du jardin. C'est pas un super exemple. J'aurais pu mettre la pépinière où on a 3 pages de vraiment détailler chaque process, chaque étape au fur et à mesure. Et notre organisation de la semaine. En fait, on a standardisé notre organisation de la semaine en fonction des jours. Pour pareil, planifier plus facilement le vendredi. En fait, le vendredi, on fait on fait un tour de jardin, une to-do toute la semaine. Et cette standardisation nous permet de placer plus rapidement ce qu'on a à faire et que ce soit plus efficace. Donc, par exemple, le lundi, on est bureau. Moi, je fais bureau le lundi matin et le mardi matin. Irène, ma salariée, fait aussi du bureau le lundi matin. Après-midi désherbage, prépa des planches le mardi matin, implantation le mardi après-midi, enfin, etc., quoi. Voilà. Et on a un joli tableau pour répartir la to-do. Et un tableau du jardin qui est beaucoup plus beau maintenant, qui est comme ça. Hmm. En fait, Super. en vert, on met tout ce qui est au jardin, enfin au champ à l'heure actuelle, avec la semaine d'implantation à côté. Et en rouge, tout ce qui va venir cette semaine-là, normalement. Donc en fait,
On sait exactement. J'ai pas besoin de mettre sur le tableau de la to-do, préparer Mouti 6 pour les épinards, je mets juste préparation de planche. Et en fait, on sait qu'il faut qu'on prépare ces planches-là. Et on a mis un nouveau code couleur, bon, je sais pas si on va le garder, mais en violet, je sais pas si vous voyez bien, comme ça, c'est une croix violette. C'est l'esprit direct. Donc ici. Euh, une croix noire, c'est RIP, c'est virer la planche, enfin, euh, nettoyer la culture actuelle. Et voilà. Donc là, on a nos deux serres à l'extrémité des jardins, nos trois jardins en culture. On a un jardin d'aromates et un jardin de fleurs comestibles qui est là, ouais. Voilà. Et là, c'est sur le côté avoir un atelier bien fonctionnel, bien rangé. Et ça, le minot, je crois que je vous ai montré l'autre fois. C'est pour semer bien plus rapidement qu'à la main et sans se faire mal au dos. Et nos Tokiwoki, indispensable. Vraiment, c'est un gain de temps et d'énervement euh, qui est considérable à la ferme. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. Oui, Oui, Superbe. On a bientôt fini. Enfin, sur ce que je voulais dérouler, après, vous pourrez me poser vos questions. Donc, on met du compost sur les planches. Donc, 15 centimètres la première année et après 3 centimètres par an. Donc, ça, c'était la semaine dernière. On a fait un atelier avec des élèves d'un BPEA. Mm. Donc, voilà, on compost avec nos râteaux. Ah, la source de compost, balayure de scierie, en fait, c'est des déchets de scierie qui sont en train de composter et mon père, gentiment, vient les trier au Tedesco avec une pelle aussi. Donc, ça nous donne un compost bien fin. C'est cool. Et on met des copeaux dans les passe-pieds. Nous, on préfère les résineux parce qu'en fait, ils vont se dégrader beaucoup moins vite que les copeaux de chêne et donc on n'est pas obligé d'en mettre tous les ans. Donc, les avantages, c'est que ça retient l'eau, ça nourrit le sol et ça vient agir comme une éponge en fait. Quand il pleut trop, ça vient retenir l'eau. Et quand il pleut pas assez, ça vient la redistribuer aux planches à côté. Et ça évite aussi d'avoir de la boue sur les chaussures. Et ça, c'est pas négligeable en termes de confort de travail. Toute l'année, on n'a jamais les pieds dans la boue, quoi. À part quand c'est inondé et qu'on est obligé de marcher dans l'herbe aux abords du jardin, on a les pieds dans la boue. Mais sinon, dans le jardin, on n'a jamais les pieds dans la boue. Et comme je disais, c'est joli. Voilà. Vous connaîtrez peut-être quelqu'un là. C'est Benoît qui était en stage l'année dernière de Naturapol. Voilà, je sais pas à quel point vous vous connaissez entre vous. Voilà. Ils connaissent pas beaucoup entre eux. Ouais. Non. Donc Ouais. Benoît, Amélie, euh, et j'ai oublié le prénom de cette bouffeuse. Voilà. Donc voilà les copeaux de bois, les jardins. Et je voulais vous passer une petite vidéo de Marc-André Sellotte, je ne sais pas si vous le connaissez, qui nous parle du sol vivant, du travail du sol. Ça dure pas longtemps, promis. C'est une vidéo sur TikTok. Est-ce que ça vous dit ou pas? Oui. yes. Allez. oui, oui. Un grand monsieur. Vous dites si vous entendez le son ou pas. J'ai pas Moi, non. Non. Enfin, pas le Non, son. il y a ouais, voilà. Attendez. J'entends pas. Moi, j'ai pas de son. Vous n'avez pas de son? Non. Non, toujours Merde. pas. On peut lire, hein, il y a Oui, les sous-titres. il y a les sous-titres. C'est plus sympa de l'entendre parce que on dirait un acteur tellement il est. Il a une belle voix, c'est ça. Allez voir sur YouTube. C'est un artiste. Non, c'est pas moi que les gestes sont toujours aussi simples, hein. Moins de labour, plus d'apport de matière organique, un sol toujours couvert. Et ça, je vais vous le dire, non seulement ça gère la qualité de l'eau, mais ça fait aussi des sols plus durables qui cessent de s'éroder. Avec le labour, ils s'érodent 10 à 20 fois plus vite, hein, que leur vitesse spontanée. Donc, ils sont en train de fondre lentement mais sûrement sous nos yeux. Et ça, c'est important parce que souvent les gens disent, oui, mais vos agricultures alternatives vont-elles nourrir l'humanité?
Alors, la réponse d'abord, c'est que quand on regarde bien les travaux de recherche, oui, l'agroécologie peut nourrir l'humanité. Mais surtout, est-ce que c'est nourrir l'humanité que de faire fondre le sol qui va nourrir mes enfants, putain? Ça s'appelle nourrir l'humanité maintenant en assoiffant, parce qu'il n'y aura plus d'eau, et en faisant mourir de faim nos enfants. Déjà, il faut regarder les choses en face. L'agriculture aujourd'hui ne nourrit pas l'humanité de demain. Et déjà, pour l'humanité d'aujourd'hui, les pesticides font que, franchement, elle les nourrit en raccourcissant la vie de certains d'entre nous. Mais il faut voir qu'il y a des solutions dormantes. Et alors, bon, je m'emporte un peu, mais le vrai problème, qu'on voit très bien, c'est qu'un type comme moi, un scientifique, peut proposer, montrer les issues de secours. Est-ce qu'on vous entend pour autant? Le vrai problème, c'est est-ce que la société a envie d'aller vers les issues de secours? Il n'en reste pas moins que les gestes. Voilà, petite introduction sur le travail du sol. Il n'a pas tort. Voilà. Et ben, je vous écoute. Est-ce que c'est bon niveau timing? Enfin, est-ce que ça. Ouais, pour moi, c'est nickel. Nickel. Il devrait y avoir Est-ce beaucoup de que, questions parce que je suis pas allé dans le est-ce détail là. que, est-ce que, il y a une différence entre la sciure et les copeaux? Ouais, la sciure, c'est très très fin. Et les copeaux, en fait, c'est beaucoup plus grossier. Ouais, ça, c'est juste une question de taille, quoi. Enfin, je veux dire au niveau si par exemple je mets les copeaux à la place, la sciure à la place des copeaux. En soi, ça n'a pas de. Ça va se dégrader beaucoup plus vite, la sciure, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fin. Ouais, à moins Euh, de mettre une épaisseur un peu plus, peut-être, non, même pas. Ouais, mais il va vous falloir des quantités. On peut se tutoyer tous ou pas, c'est bon? Oui, Il va te falloir beaucoup plus de quantité, quoi. ok. Ouais. Après, c'est à l'échelle d'un potager ou d'un jardin, du maraîchage? Pour l'instant, j'ai une serre, une petite serre, mais vraiment petite pour le coup. D'accord. 6 Bah, mètres, 6 mètres sur 3. pour commencer, ça peut être bien, hein. Est-ce que j'ai fait... Vu que j'ai la sciure gratuitement, alors du coup, c'est pour ça que je. Ouais. Bah, à l'échelle d'un je- potager, ouais, carrément. Carrément. Je le recommanderais pas à l'échelle du maraîchage, c'est. Ouais, non, j'imagine que ça va être Ouais. beaucoup plus. Et puis souvent, la Difficile à sciure, c'est avoir. payant, hein. Enfin, c'est à moins d'avoir. Enfin, je veux dire, avoir des quantités de parce que là, il faut pour des copeaux de bois, il faut je dirais 20 mètres cubes pour 1000 mètres carrés. Ouais. Donc, pour avoir 20 mètres cubes Ouais. de sciure, c'est pas évident, quoi. Vous les C'est produisez énorme. vous-même, les copeaux, ou sur place, ou vous arrivez à en récupérer? Non, on en achète. Il y en Alors a. souvent, on peut en récupérer. Moi, j'ai pas eu la chance encore d'avoir quelqu'un qui. Enfin, si, une année. Une année, j'en ai récupéré gratuitement. Et c'est tout à fait possible, hein. Il y a plein de paysagistes ou des lagueurs qui savent pas quoi en faire. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce que ils se sont rendus compte que le copeau de bois avait une valeur et donc ils préfèrent le vendre. Et produire ses propres copeaux de bois, c'est presque impossible, c'est pas rentable en fait, parce que nous on a un broyeur, mon père avait acheté un broyeur à l'époque. Mais en fait, il prend que des branches comme ça et on met une journée à faire 12 mètres cubes. C'est pas rentable quoi. Vaut mieux l'acheter pas cher ou enfin là je l'ai acheté 12 € le mètre cube donc j'étais content. Mais vaut mieux se fournir ailleurs quoi. Ou alors vous avez une énorme quantité à broyer, vous louez une énorme machine, c'est 1000 € la journée et vous faites 100, 200 mètres cubes quoi. Mais je vous conseille plus de trouver ailleurs. Après, encore une fois, si c'est pour votre potager, c'est différent. Non, non, c'est pour à peu près 1500 mètres carrés, donc à peu près équivalent à vous. D'accord. Et du coup, c'est auprès des pépiniéristes, des paysagistes que vous allez chercher, ou... Là, en fait, j'ai contacté des paysagistes. Ouais. Là, c'est un paysagiste qui me l'a fourni. Ouais, c'est ça principalement. Après, les élagueurs aussi. Ça peut être une bonne source. Ok. Bonsoir. Merci d'abord parce que c'est super de faire ces visios là. Avec Euh, plaisir. Petite question, qu'est-ce que tu avais comme solde de démarrage au moment où tu as commencé?
Très bonne question. J'avais un parcours de volaille D'accord. à 3,3% de matière organique. Donc en Oui. fait, c'est une chance parce que si j'avais eu un sol travaillé, enfin, c'est à moitié vrai ce que je dis parce que j'ai une partie où j'ai un sol travaillé. Et là, j'ai fait plus. Est-ce que vous êtes, est-ce que tu es familière avec les techniques MSV d'un tronc massif? Familière, ce serait un bien grand mot, mais bon, en tout cas, j'ai une On voit pas. représentation de comment il fonctionne, quoi. Ok. Donc on voit pas en fait. En fait, derrière ces jardins-là, là, Oui, c'était pas un parcours de volaille, c'était des champs travaillés. Donc là, je suis venu faire un dernier travail de sol en incorporant beaucoup de compost d'accord, sur les 15 premiers centimètres. Parce d'accord. qu'en fait, la chance de démarrer sur prairie, c'est que le sol a déjà une bonne structure grâce à la prairie. Et donc, quand on va mettre nos matières organiques, notre compost, et ben, les vers de terre notamment et tous les autres organismes du sol vont pouvoir mélanger cette matière et faire le pont entre le sol et le compost et créer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, l'humus. Si on vient sur un sol travaillé qui a une semaine de labour, enfin, pas une semaine de labour, pardon, qui est compacté, qu'une semaine de labour peut-être en dessous aussi, en fait, les horizons vont pas pouvoir se mélanger parce qu'il n'y a pas assez de vie et c'est trop compact. Mm. Donc là, il faut un dernier travail de sol pour mélanger les horizons et booster la vie du sol. Mais Et, voilà. et donc, en année 1, Mhm. avant tes premières plantations, tu démarres brut sur la prairie. C'est ça. Là, je vais vous montrer si vous voulez le. Avec quelques mois d'anticipation quand même. Oui, alors moi, j'ai pas assez anticipé. Vous allez voir. Vous voyez tous mon écran? Oui, oui. Avec des bâches d'ensilage ou d'autres types de bâches? Bâche d'ensilage. Alors, ça, c'était vraiment les tout débuts. J'ai reçu mon compost, j'étais content. Et après, en fait, j'ai appelé 15 potes. On a mis du compost partout. On travaille au Donc, sol direct sur le. pardon? Sans travailler le sol, c'est Ouais, directement posé. Ok. sans travail de sol, ouais. Donc, on a mis un petit coup de rovinette quand même au départ sur chaque planche. Ah, rien posé. Mais l'idée, c'était, enfin, bâcher. Donc là, j'ai pas assez bâché, on voit, il y a encore de l'herbe. Mm. Manque d'anticipation. Donc, j'ai fait ça sur une partie du jardin, juste bâche d'ensilage compost. Sur une autre partie, j'ai mis des cartons à la place de la bâche. Et carton plus compost, quoi. Ça va permettre de bien occulter le sol, de nourrir le sol aussi. Les vers de terre adorent le carton. Mm. Et voilà, est-ce que j'ai des photos intéressantes à part mes potes? Euh, C'est important quand on a, je sais pas combien de tonnes de compost à étaler. Exactement. Et si vous Je avez suis du d'accord. matos, c'est encore mieux parce qu'en fait, moi, au départ, je pars de Krautgart, ils ont zéro matos et on faisait tout à la brouette. Et après, mon père me dit, mais attends, déjà, je vais prendre la mini-pelle pour remplir les boîtes, c'est plus rapide. Et en fait, il a eu l'idée de mettre le télescope à fleur et après de remplir les boîtes avec le télescope, ce qui était bien plus rapide. Donc en fait, c'était mon idéologie de départ, c'était faire comme le bec et loin, donc zéro pétrole. J'en suis vite revenu parce qu'en fait, sur la ferme, il y avait déjà le matériel et c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Il est là, Je fais du boulot. donc voilà. Et j'ai un collègue agriculteur qui dit que la dernière goutte de pétrole ira dans les tracteurs. Parce que quand même, un tracteur, pour lui, il voit son tracteur comme l'équivalent de 200 esclaves. Ça permet Voilà, je prêche pas pour les tracteurs en maraîchage parce que c'est pas bon. Enfin, bref, il y a plein de systèmes différents, ça marche, tous les systèmes fonctionnent. C'est important de trouver le système qui nous ressemble, quoi. Mais en grande culture, en tout cas, c'est quand même compliqué de faire sans tracteur. Oui, après, on voit bien que ton tracteur, il n'est pas obligé d'aller sur les planches. Mais au niveau Ouais, de la manutention, c'est quand même énorme, ouais. quoi. Pour manier les matières organiques, ouais, c'est un gain de temps considérable. Ça, c'est pas obligé d'être un télescope. Un télescope, ça vaut. Enfin, je vous recommande pas forcément. Mais un petit tracteur avec une petite bennette, C'est un gain de temps et un gain pour le ouais. dos aussi, hein. Mais, Du coup, hein. mais j'ai un collègue qui fait 100 et ça fonctionne très bien. On peut mettre le tas de compost pas loin du jardin, au centre, et ça se fait, hein. J'ai fait comme ça chez Krautgart et ça marche bien, quoi.
Voilà. parlais de broyer les herbes plutôt que de les faucher à un moment donné. Du coup, tu broies avec quoi si tu n'as pas de mini tracteur, hein? J'ai la chance d'avoir un tracteur sur place qui a 60 ans, je crois. Le tracteur de mon grand-père. Un des premiers tracteurs du Perche. Il était très très fier de l'avoir. Et en fait, on vient broyer un peu les planches, mais c'est pas du tout adapté parce que les planches font. On va dire, on peut pas manœuvrer dans le jardin. Vous voyez, si je reviens sur mon jardin, c'est très compliqué là de faire des marches arrière et des demi-tours. Donc c'est pas du tout adapté. Euh, et puis ça tasse quand même un peu plus le sol qu'une faux. Ouais. Euh, mais pour l'instant, on fait comme ça. Je vais sans doute emprunter un BCS à un collègue derrière. Il a un broyeur derrière. Mm. Donc je vais plutôt faire ça, ouais. Parce que j'ai des photos sympas sur les deuxièmes années sur le compost. Ouais, après la deuxième année, ça donne ça, quoi. Année 2, on composte et copeaux. Avec les copains, toujours. Donc voilà, en fait, on met le télescope ici, les brouettes en dessous, et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Voilà, c'était horrible avant. Maintenant, c'est joli, mais voilà. Champignons, c'est une des preuves que le sol est bien vivant. C'est quand les champignons poussent dessus. Ouais, et là, on mettait des copeaux. Voilà. Voilà. Et ma chienne maltraitée. C'est pas pourquoi elle fait cette tête-là. Voilà. Est-ce que avec le recul que tu as, il y a des choses que tu ne ferais plus de la même façon? Très bonne question. Il y en a plein. Sur le Nordique en particulier, je pense que c'est juste euh, bah, la première erreur que j'ai faite, c'est de pas assez anticiper. Donc, j'aurais bâché plus tôt. Mais c'était pas une erreur fondamentale, donc ça m'a pas coûté beaucoup d'argent, ouais, beaucoup de temps, ça va. Mais en fait, commencer dès le départ avec le télescope, quoi. Ça aurait été un gain d'effort considérable. Et plus largement sur le maraîchage, j'aurais pris vraiment une année pour tout préparer, pour préparer mon irrigation, mes serres, station de lavage, chambre froide, tout ça, pour en fait ne plus avoir à courir. Parce que là, on est à la cinquième année, et on est en train de réaménager un bâtiment, ce bâtiment-là, là, qui était un poulailler. En fait, on met tout à l'intérieur. Et l'année dernière, en fait, je faisais encore un peu d'irrigation, j'en ai encore à faire cette année. Donc c'est un peu frustrant de tous les ans rebricoler, rebricoler, rebricoler. Après, forcément, on améliore les choses au fur et à mesure. Mais ouais, j'aurais fait ça, ouais. C'est la plus grosse chose que j'aurais fait différemment. Est-ce que les autres, vous pouvez mettre votre caméra si ça vous dérange pas? Parce que c'est un peu plus vivant comme ça. On va faire, hein. Merci. Je sais pas si on me voit, je me vois pas. Je vais essayer, je ne sais pas si j'ai assez De réseau? ouais. Ah, moi, je sais pas du tout Bon, si on me Emmanuel, voit. je te vois. Faut pas avoir Oui, Léa, on peur. te Nina, on te voit. voit. Nina, on te voit. Ah bon? Anne-Gaëlle, on Oui. te voit. Super. Merci. Super, merci beaucoup. On s'en fout de derrière de votre écran, c'est pas grave. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de questions bêtes, hein. Tu Surtout. parlais d'irrigation, tu as mis plusieurs systèmes en place ou tu fonctionnes que en micro-gouttes ou... Je, alors, c'est une bonne question aussi. Je fonctionnais avant goutte à goutte dans les serres et aspersion à l'extérieur. Aujourd'hui, en fait, vu que je suis passionné de sol vivant, de sol tout court, et donc le Nordique, je l'ai fait surtout pour le sol vivant et de deux pour la petite surface et l'optimisation. Mais en fait, quand tu arroses ton sol avec un goutte à goutte, ça va faire des poches dans le sol.
Ça vient pas hydrater, enfin, humidifier le sol de façon naturelle. Et donc, la vie prolifère beaucoup moins. Donc, en fait, tu passes en aspersion partout. D'accord. Première erreur, aspersion partout. Alors, ça marche très bien. Malgré l'idée reçue qu'il ne faut pas arroser le feuillage de tomates. Il faut juste arroser les tomates entre 11h et 13h en gros. En fait, il faut que les tomates aient fini d'évapotranspirer le matin. Et après, on peut arroser. La première erreur que j'ai faite, c'est la deuxième année, je fais, vas-je vais tout faire en aspersion et je vais arroser. Et je sais pas pourquoi, je vais arroser le matin. Je pensais que c'était mieux. Et ben non, j'ai eu plein de mildiou, normal. Mais après, zéro mildiou. Cette année, zéro mildiou. L'année dernière non plus, je crois. Euh, donc, aspersion partout. Et Le c'est soir. des... Pardon? Le soir. Non, tu arroses toujours le matin. J'arrose, alors, 13h, il a dit. dans les serres Entre entre 8. 11h et 13h. Ah, d'accord. Enfin, voir, enfin, on peut, l'irrigation, c'est, je pense, on va pas s'étaler parce qu'on peut en parler pendant 2 heures. Mais en plein été, ça peut dépasser, hein. S'il fait canicule, vous pouvez arroser jusqu'à 15 heures, par exemple. Mais en fait, il faut que le feuillage sèche, l'humidité de la serre. Enfin, c'est très important que l'humidité soit chassée avant la tombée de la nuit. Oui, Sinon, vous sinon avez des risques de développement ça, fongique. ça ferait un climat tropical beaucoup trop intense. Ouais. Après, la tomate est une plante tropicale et il y a des gens, il y a des gens sur MSV, François Millet, il fait des essais sur serres tropicales en conduisant les tomates en tropical. Donc, il ferme les serres, Ah, il arrose. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 40 degrés. J'ai plus. Enfin, parce que humide, humide et chaud. chez nous encore, ça monte vite, hein. C'est assez compliqué. Ouais. Bah après, il y a des. Bon, je t'invite à regarder ces vidéos. Il y a des systèmes de Ah pilotage en oui, fonction des régions, je pense, à plus ou moins aéré. Mais voilà, il fait ça et il y a des exemples, certains exemples qui fonctionnent. Après, il faut pas se rater sur ouverture des serres bon. ou les vannes enfin, couper l'irrigation, quoi. Mais c'est des travaux qui sont en cours. Voilà. Après, il y a pas que le mildiou, mais le mildiou, au-delà de, je sais plus si c'est 23, 24, enfin, il y a des températures au-delà desquelles le mildiou, il fonctionne pas, quoi. Et le mildiou, il fonctionne entre 16 et, je sais plus, 22, 23, un truc comme ça. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, c'est pas le mildiou. Alors, il peut y en avoir d'autres, mais le mildiou, pas Mm. forcément. Xavier, je sais plus parce que vu que j'ai pas eu de milieu depuis longtemps, je me suis plus intéressé. C'est bien. Xavier, t'as la réponse? Non, j'ai pas la réponse. Je dirais que bonne T'as pas de main milieu non gauche, plus? j'ai pas de milieu. Après, moi, je fais pas d'aspersion non plus. Ok. Moi non plus, je suis au goutte à goutte. Ouais, goutte à goutte. Après, attention, le goutte à goutte a des avantages euh, sur par exemple les fraises. C'est mieux au goutte à goutte parce que moi je fais de l'aspersion et si la fraise est sur le compost mouillé, bah, elle pourrit plus facilement. Et par exemple, le départ de concombre, c'est mieux qu'il soit tout le temps irrigué à la plantation de façon régulière. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Et les melons, en fait, c'est plus facile de stopper l'irrigation planche par planche au goutte à goutte. Parce que les melons, quand il fait la taille d'une orange, il faut arrêter de l'arroser pour qu'il soit bien sucré. Donc voilà, il y a quand même des avantages au goutte à goutte, hein. Et puis si vous avez du vent tout le temps partout, bon, voilà. Mais l'irrigation, je peux vous montrer si vous voulez. Je sais pas si j'ai des photos, mais je vais vous montrer sur YouTube. Je pense qu'il y a des choses sur les supernets, les méganets. Je sais pas si ça vous parle. Ta fille. Mm. Voilà, c'est des micro-asperceurs en fait, des micro-irrigations. Euh, bon, c'est pas très intéressant. En fait, ça vient faire, voilà, c'est ça. Oui. Ça, c'est un méganet, donc c'est un peu plus gros. Méganet, ça fait, je crois, ça peut faire 6 ou 7 planches. Moi, mon sprinkler de Supernet, il fait 3 planches. Donc, ce qui me permet en fait d'arroser, genre, je sème des carottes, et ben, ça me permet d'arroser juste mes carottes. Enfin, c'est sur 3 planches, mais
Je contrôle aussi où j'arrose plus facilement, donc ça c'est plutôt sympa quoi. Voilà. Et il y a une bonne homogénéisation. Bon, ça c'est pourri, c'est nul. Ça marche pas très bien. Ouais, je sais pas si on voit bien. Ça fait ça quoi. Bon, c'est pas génial. C'est pas génial. Ah, il y a un truc qui s'appelle. Oh là là, faut que je monte ça. Ça vient de sortir. Si vous installez, je trouve ça génial. C'est incroyable. Ça s'appelle Sumi Soccer. Et alors, on va regarder si ça, s'il y a une bonne vidéo. Mais en fait, c'est des. Mais non. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des tuyaux qui sont pré-percés partout. Il y a des micro-trous. En fait, il n'y a pas besoin d'installer des micro-asperceurs. Ça vient irriguer enfin, les planches de façon très uniforme. De toute façon, c'est des micro-gouttes. Et c'est beaucoup moins cher parce qu'il y a moins d'installation. Et donc moi, j'ai déjà mon système d'irrigation, donc je vais pas le changer. Mais ça a l'air vraiment super, quoi. Oui. Beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à installer. Ah, Pepperpot, hein. Voilà. Lui, il a tous les outils sympas. Ça, c'est je pense que tu as déjà vu, c'est des voiles d'ombrage pour les salades l'été, Mm. pour tout ce qui est feuilles. Et lui, ouais, il fait. Donc, ouais, c'est vachement bien. Le pepper pot, ça a l'air super, ça. Ouais, c'est cool. C'est cool à Ouais, condition que votre sol soit vraiment bien préparé. ouais. Ah, c'est une belle ferme qu'il a, lui, hein. Ouais, c'est un système no dig aussi, c'est sûr, ça, hein. C'est copeaux. Je connais pas, hein, chef Harvest Farm, mais copeaux compost. Et, euh, et ouais, voilà. Donc ça, c'est très intéressant comme système d'irrigation. Moi, j'ai une question. Vous êtes sur quel type de sol? On est sur encore mieux, je vais vous montrer mes analyses de sol. Ça vous intéresse? Mhm. Vous savez lire une analyse de sol ou pas? Ah non, Non. j'ai pas. Vous avez La pas eu les mienne, cours? Non, les autres, je sais pas. Vous avez pas eu les cours encore? On va prendre j'ai le jardin. pas entendu. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, Oui, non, j'avais pas entendu la question. C'est minuscule, hein? Ah, je demandais sur quel type de c'est sol il normal. était. Ouais. Donc là, on est sur un sol à 16% d'argile au jardin. Et c'est marrant parce que dans la serre, il y a moins d'argile. Bon, c'est un peu bizarre. Et parfois, les types de sols peuvent varier de 10 mètres à l'autre, hein. C'est assez fou. On est sur du limon. Hmm. Voilà. On est sur du limon, vous voyez, on est sur du limon pur, quoi. On a 16% d'argile, 16% de sable, 62% de limon. Voilà. Ça doit bien croûter si c'est pas couvert, ça. Exactement, c'est du limon battant. Ah, Et qu'il pleut, ça bat. La battance, ça compacte le sol quand il pleut. ça joue du tambour, comme je dis. Voilà. On a commencé à 3% d'MO et là je suis pas très content. On n'est pas, on est à 4%, alors que dans la serre, on est à 7%. On n'a pas augmenté de façon dingue alors qu'on fait quand même des gros apports. Voilà. Mais j'ai quand même une bonne CEC. Je sais pas si ça vous parle tout ça, mais ça vous parle ou Pas pas? encore. La Mm. CEC, Pas tout ça. encore. Oui. Bon, on va pas rentrer là-dedans, on pourrait y parler pendant très longtemps. Et t'as une idée de la consommation d'eau que vous avez à l'année, Aucune idée. rapportée à la surface? Pardon. Ouais. Aucune idée parce que en fait, on a deux réserves de 60 mètres cubes qui sont en fait des anciennes fosses à lisier de poulailler. Et en fait, vu que ces fosses-là, ça suffit pas, on vient mettre de l'eau du réseau pour les remplir parce que notre puits ne fonctionne pas encore. Donc c'est pas idéal, mais j'en ai vraiment aucune idée parce qu'en fait, le compteur ne reflète pas la vraie réalité, quoi. T'as pas de risque d'évaporation avec ton système d'irrigation?
T'as Euh, plus d'évaporation finalement que de. Ah bah oui, mais si tu sais pas la quantité d'eau, du coup. non, 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 je pense pas qu'il y a un risque plus accru que d'autres. Bah, à moins que le Ouais. goutte à goutte, enfin, plus le goutte à goutte, c'est sûr, mais. Et en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus vous nourrissez votre sol, enfin, déjà, le paillis, le compost, vient limiter l'évaporation. En fait, quand vous augmentez de Ok. 1% le taux de matière organique dans votre sol, vous captez 30 litres de plus au mètre carré d'eau. C'est 300 millilitres à l'hectare. Donc, c'est énorme. En fait, plus vous avez de matière organique, moins vous avez besoin d'arroser. Ouais. Plus Ouais, le sol, ça- déjà, plus le sol va infiltrer, enfin, plus le sol va, oui, plus l'eau, va s'infiltrer facilement, de une, et de deux, elle va être retenue aussi plus facilement. On reste plus humide beaucoup plus facilement. Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais une question sur l'apport de matière organique. Donc, je vois que c'est Ouais, du compost, même du ouais. compost très fin, d'après ce que je comprends, donc bien, bien mûr. Mhm. Le maraîcher chez lequel je suis en stage actuellement, alors lui, il est tout fumier, de fumier de cheval. Il en apporte beaucoup. C'est comme Ouais, ça qu'il a fait au démarrage, mais il en apporte beaucoup à l'automne et puis de temps en temps dans les passe-pieds au long de l'année. ouais. Donc là, on a fait, pardon, on vient de faire des semis de tomates sous serre. Il y a 3 semaines, il a rajouté un peu de fumier, il a mélangé un peu de fumier à la terre. Attendez, attends. Pour une couche chaude, Il en a mis un peu en- sur en- le dessus, non, pas particulièrement en couche chaude. tu Enfin, m'as dit que vous avez planté les tomates ou vous avez semé les tomates? on a planté, pardon, planté les Ok, tomates. ok, ok. Planté. Planté, parce qu'on a semé aussi notre Il y a, cerise il y a, il y a, il y a trois aujourd'hui, c'est semaines. pour ça que je me suis. Ok. Oui, on a planté les tomates sous serre froide, voilà, et avec un petit apport de fumier aussi il y a 3 semaines. Donc voilà, donc lui, il ne fait que du fumier, un petit peu de broyat, mais c'est surtout fumier, fumier. Et Mhm. donc, je me demandais pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Alors, je viens de voir les analyses de sol. Donc, lui, il a un sol argilo-calcaire. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du sol ou si c'est, voilà, s'il peut y avoir d'autres explications. Euh, et Peut être la disponibilité. quelle pourrait être la justification De, d'utiliser l'un plutôt que l'autre entre le compost il et y le a plein de fumier? réponses. Il y a plein de réponses. François Mullet dit que la meilleure matière organique, c'est la matière organique la moins chère, la plus disponible. Ça, c'est un bon élément de réponse parce que ça dépend de le choix de votre matière dépend de la disponibilité que vous avez. Mhm. Et euh, il y a aussi plusieurs variables à savoir. Par exemple, le fumier, pour se faire un semi-direct dedans, c'est impossible. Mhm. Donc, il va falloir que vous fassiez sur sol nu ou sur compost. Mais sur sol nu, vous connaissez l'enherbement des carottes, j'imagine, quand on fait un semi-direct. Mhm. Euh, Pourquoi j'utilise du compost? Parce que il y a moins de limaces dans le compost que dans la paille. Parce que D'accord. la paille refroidit les sols plus que le compost. Parce que le compost est hyper polyvalent. Je peux faire des semi-directs. Je peux faire des plantations beaucoup plus facilement. Et surtout, j'ai le paper pot, qui c'est impossible de faire dans de la paille ou dans du fumier. Mhm. Mais il y a, après, agronomiquement, je suis persuadé que le fumier est meilleur parce que le fumier euh, de vache, et ben, en fait, la vache dans ses déjections, enfin, dans son, je, bref, je perds mes mots, mais il y a plein de micro-organismes, en fait. C'est hyper intéressant pour le sol. Et c'est une super, pour moi, c'est une super matière organique. Mhm. Donc voilà, c'est en fonction des choix que vous voulez D'accord, faire, quoi. d'accord. Mhm. Et puis à étaler aussi le fumier, je trouve ça moins. Alors, ça dépend. Si vous avez un tracteur et que vous avez un épandeur, c'est plus facile. Non, non, c'est tout à la main. Mais à la main, c'est un peu chiant, je trouve. Ouais, bien. Voilà. Ok, merci. Ça a répondu à ta question? Oui, oui, tout à fait. Ça Mhm. marche. Merci. Est-ce que ça vous. Alors, si j'arrive à lire le chat. euh, ouais. Ah, voilà. Pardon, j'aurais une question. Oui. Euh, de quel mois à quel mois tu arrives à cultiver? Alors, je vends en gros d'avril à fin novembre.
Ok. Et je mets en culture, je mets certaines choses en culture l'hiver, enfin l'automne pour récolter printemps, comme l'ail par exemple, l'ail, Mhm. les cébettes sous serre. Et je vends un petit peu là en hiver, je vends un petit peu à un resto qui est juste à côté de chez moi. Mais en gros, ma saison c'est d'avril à fin novembre. Et en fait, je fais mon salaire sur avril à fin novembre. D'accord. Voilà. Je réponds à une question du chat. Merci. On dit comment gérer les adventices? Et ben justement, les adventices, il y en a beaucoup moins. Euh, Par contre, ce que vous allez avoir plus, enfin plus, non, autant qu'un système de travail, mais en fait, le Nodic va tuer les annuels. Et par contre, si vous avez des vivaces, bah, elles vont plus popper. Mais là, je vous recommande d'utiliser des stratégies. Enfin, je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'on a encore 5 minutes. Mais en gros, il y a moins d'adventices. Et si vous avez des vivaces, je vous conseille soit de bâcher pendant longtemps, ou soit de laisser cette parcelle-là et mettre des engrais verts beaucoup, beaucoup pour corriger. Parce qu'une plante qui est là, un chardon par exemple, il n'est pas là par hasard, il est là pour décompacter le sol et ramener le phosphore en surface. Donc en fait, il faut comprendre la plante pourquoi elle est là pour agir ensuite. Les engrais, on met pas d'engrais. On a juste mis des engrais parce que on avait une fin d'azote parce qu'on avait un compost qui est arrivé une fois qui n'était pas assez décomposé. Mais sinon, on met pas d'engrais. Les traitements contre les parasites, bah, c'est pareil qu'ailleurs et j'aurais tendance à dire aussi qu'on a moins de parasites qu'ailleurs. Enfin, en tout cas de ce qu'on observe. Est-ce que la période hivernale avec l'éventuel est différente? J'ai pas compris la question, mais c'est mieux de. Pierre, t'es là ou pas? Si tu es là, manifeste-toi. Oui, mais je suis pas sûr qu'il puisse parler. D'accord. Enfin, il a fait Euh, une petite main comme ça sur son écran, donc je suis pas. d'accord. Le mieux, c'est de le mettre à l'automne, hein, la matière organique. C'est vraiment le mieux. Nous, on l'a mis au printemps exceptionnellement cette année, ce que je ne ferai pas. Mais voilà. Parce que c'est mieux. À l'automne, en fait, ça a le temps de se décomposer. Il y a beaucoup d'eau en hiver, automne-hiver, donc c'est mieux de le faire. On va avoir des docs d'analyse web, bien sûr. Je peux vous envoyer ça. Je peux vous envoyer cela. Cool. On va aussi vous passer les deux PowerPoint, je pense, Antoine. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? ouais, 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 carrément. C'est ce qui était J'ai no- prévu Oui, à la fin j'ai oublié. des deux interventions. La troisième est un peu différente, donc du coup, elle sera un peu dissociée des deux premières. Mhm. On vous fournira tout ça. Est-ce que ça vous plaît, là, ce format de interactif questions-réponses? Oui. Oui. Vous préférez un truc comme la dernière fois, où on va plus un peu dans le détail ou plus questions-réponses? Moi, j'ai bien aimé la dernière fois. T'as préféré la dernière fois? Oui, moi, Ok. oui. D'autres personnes? Mais ça permet d'amener les choses qui te semblent importantes. Alors là, c'est bien parce que ça permet de répondre aux questions. Oui. Mais c'est vrai que donner plus de détails sur des trucs auxquels nous, on ne pensera pas forcément parce qu'on n'a pas le Hmm. recul, Ouais, ben c'est du gagné, quoi. ouais. Hmm. Donc là, quelles étaient vos attentes pour aujourd'hui? À tous en même temps, j'ai trop de monde là. Non, comprendre le no-dig, en quoi ça consiste et comment, oui, voilà, les avantages, les inconvénients. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'on les a dit finalement? Bah non, parce J'ai qu'il n'y en a noté. pas. Non, je Finalement, rigole. non. Alors pour moi, il y en a très très peu, parce Ouais. que j'adore ma paroisse. Les rongeurs, je dirais, Ouais. comme dans Ouais, mais tout je crois que système c'est de tout le sol non monde, ça. travaillé. Oui. Ouais, tout ce qui est sur sol vivant, vraiment les rongeurs. Après, ayez des chats, Ouais. ça marche très bien. Oui. Euh, et Mhm. oui, planter sur compost, il y a quand même une petite isolation du sol. Donc par exemple, là pour mes tomates, moi je suis dans le Perche, donc
il fait pas très chaud. Enfin, climat plutôt normand. Donc là, en fait, ce que je vais faire au printemps, là, je vais planter mes tomates sur sol nu. Enfin, sol nu, oui, sur sol nu. Et je vais mettre le compost après. D'accord. Le compost vient quand même faire une petite isolation. Mais je vois beaucoup, Ok. beaucoup plus d'avantages au Nordique que d'inconvénients. Oui. Tu En penses, fait, tu penses qu'il peut y avoir un... C'est compatible avec 1000 mètres d'altitude? Je suis en Auvergne. oui, je pense Bah, que, ouais, je pense que oui, Parce carrément. qu'on D'accord, parce qu'on fait des légumes et ainsi de suite. La saison, elle démarre un peu plus tard, mais enfin voilà, ça c'est un peu logique avec la montagne. Mais Ouais. du coup, il n'y a pas de, enfin, ça te paraît pas choquant Non, non, de pas du tout. d'appliquer Non. ça? Ok, d'accord. Bah merci beaucoup. Ah, Non. désolé. Et en fait, pour la petite histoire, moi j'étais à fond Fortier avant, vous connaissez. Qui ne connaît pas Fortier? Voilà, oui. je me limite à la Corse. Ok, Jean-Martin Fortier. Ok, bon, si vous connaissez pas, allez voir, c'est super intéressant. Allez acheter son livre, il est super. Ok. Mais en fait, moi j'étais à fond Fortier avant. Et là, je suis arrivé chez Krautgart, donc ce jardin-là. Et j'ai vu en fait que c'était Fortier, mais à mon sens, mais en mieux, parce que pas de, enfin, très peu de désherbage, comparé à Fortier. Le sol est en bien meilleure santé. Les légumes sont meilleurs parce qu'en fait, il y a plus de matière organique et du coup, les légumes sont Mm. meilleurs. Mm. Vraiment plus. Et puis aussi, pour le climat, enfin, le sol vivant, c'est incroyable parce qu'en fait, vous avez une captation d'eau qui est énorme. Vous avez un taux de matière organique élevé, ce qui permet de moins avoir besoin d'engrais. Il y a moins de maladies parce que les plantes sont en meilleure santé. En fait, c'est comme l'être humain. En fait, quand on donne à un être humain des bonnes choses à manger, et ben, il est moins malade. Bon, c'est un peu raccourci. Moi, je suis souvent malade parce que je suis méga stressé, pas parce que je mange mal. Mais en gros, voilà, en fait, et puis, ah oui, il y a aussi la question du carbone. En fait, le sol vivant va capter énormément de carbone. Et puis, il y a moins d'adventices, encore une fois. Et voilà. Pardon, tu parlais tout à l'heure de la plantation des tomates avant l'installation du compost, Ouais. en disant que le compost isolé, c'est-à-dire que le compost empêche le sol de réchauffer, c'est ça? Alors, ça empêche beaucoup moins que la paille, Ouais. mais il y a quand même une petite isolation. Après, là, je parle du compost plus au printemps. Je pense que le compost à l'automne, il y a moins de cet effet d'isolation parce qu'il est déjà un petit peu dégradé. Donc, je vous D'accord. encourage vraiment à, euh, à faire vos apports en automne. Et tu Donc, payes malgré pas le du fait tout. qu'il soit sombre, ça réchauffe pas plus vite. Bon, en fait, ça vient faire un petit peu isolant. Alors, beaucoup moins que la paille, encore une fois, Mhm. mais ça vient faire un petit peu isolant. Alors, en fait, c'est mon technicien bio qui me dit ça. Et moi, je l'ai pas forcément constaté Mhm. parce que je fais pas normalement de plantation de tomates en semaine 11. Là, c'est la première année qu'on va en faire. Donc, j'ai pas constaté ça, mais je dirai ça plus tard. Mais en fait, c'est logique parce qu'il y a quand même un petit lit de terre qui vient isoler, quoi. Un petit peu. Mais encore une fois, c'est noir, donc ça accumule quand même un petit peu de chaleur. Et puis ça dépend combien d'épaisseur vous mettez, quoi. Bien sûr, si vous mettez 15 centimètres, ça vient un petit peu plus isolé voilà. Mais l'avantage aussi de retenir l'eau, là on a 19 heures, c'est que en plein été, en fait, quand vous avez gratté votre sol, vous allez trouver de la fraîcheur. Et donc vos plantes vont avoir plus accès à l'eau que si vous étiez en sol travaillé, quoi. Après, le sol, je pourrais en parler une autre fois si ça vous branche. Euh, est-ce que le sujet du sol vous intéresse? Oui, absolument. Est-ce que c'est OK? Mhm. Vous pouvez noter quelques références que je vais vous passer une autre diapo rapidement. Je peux 2 minutes, Xavier? Oui, 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 vas-y. Ok. Alors, hop.
si le sol, ça vous branche, voilà mes plus grandes inspirations. Yes. Voilà, si vous voulez creuser un peu, Yes. J'ai trop zoomé là. Ouais. ça fonctionne bien quand on travaille, vous mettez un podcast, une vidéo, et Ouais, c'est Mm. vrai. ça Je fonctionne peux très bien. filmer? En désherbant. Exactement. Il n'y a pas Hervé Covès. Non, mais bon, j'ai mis, j'ai mis Hervé Covès, bien sûr. Le PH Redox, hyper intéressant. Ouais. En fait, vous allez sur la chaîne MSV Vers de Terre Production, vous avez une mine d'or d'infos en français qui sont vraiment hyper quali. Après, ceux-là, c'est plus sur le Nodig. En fait, encore une fois, c'est pas du tout connu en France. Ma pratique, je dirais que c'est bon, c'est beaucoup le Nodig, mais c'est un peu pour les couverts, je me suis beaucoup inspiré de MSV et j'ai pris un peu des choses lors de mes formations avec Vers de Terre, Version avec MSV. française? Pardon? Les versions français? Les premiers? Charles Doding, oui, les autres, non. Ok. Mais Bon, avec c'est pas l'IA, grave. maintenant, peut-être qu'il y a des... Bon, ça va. On va un petit peu déchiffrer, mais après, ça va Voilà. aller. Mais hyper intéressant. Puis vous tapez ça, ils ont aussi des livres. Oui. Alors il y a deux livres en français, celui de Charles Doding, J'arrête de bêcher, Mm. et celui de Farmer Jesse, Naughty Growers. Il est sorti en français. Ok. The Naughty Growers Handbook en français. Yeah. Very nice. Je pense que c'est le manuel je sais plus, du Naughty, un truc comme ça. Hyper bien ce livre, vraiment super, hyper complet. Les Bourguignons, vous connaissez, j'imagine. Enfin, ils sont très connus, et c'est des agronomes pionniers du sol vivant. Très très intéressant. Et après, c'est des pontes, quoi. Et ça, c'est un collègue, Guillaume Gérin Demain, qui m'inspire beaucoup, qui fait du MSV en Normandie, à côté de Bayeux, qui a un système totalement différent du mien. Il a 3 hectares et il a un tracteur. Mais très inspirant totalement différent, mais très inspirant. Vous avez tous pris en photo, c'est bon? Yes. J'ai screené. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le chat. Moi, j'aurais peut-être... Ah, pardon. Oui, je suis en train de démarrer des planches là, sur lesquelles je comptais mettre d'ici, enfin, à partir de mi-mai, commencer à planter les légumes d'été. Donc là, je fais de la grelinette, il y avait de la prairie et je fais de la grelinette. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une couche de compost ou c'est trop tard? Ouais, tu peux, ouais. Nous, on Oui, l'a fait la semaine dernière, on continue à le faire là. d'accord, ok. C'est moins cool, Ouais, mais mais c'est trop bon, tard. bon, ça fait. Mais attends, c'est moins cool, mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Ok, merci beaucoup. Voilà. Le nom du gars avec une meilleure méthode que Fortier. Meilleure méthode que Fortier. Une méthode qui me ressemble le plus, Pierre. Ouais, bah c'est enfin Charles, donc Perkins, Doding, Farmer Jesse et Clay Bottom Farm. Ces quatre-là sont vraiment cool. Je vais remettre la diapo. Ouais, les quatre là pour le dig. C'est noté. Et puis, question. Et que Xavier, t'avais une question, toi? Hmm. Moi, j'ai une question surtout. Moi, je me dis sur petite surface comme ça, comment tu peux avoir du rendement comme un maraîcher? Alors moi, je suis en bio, je travaille un peu le sol quand même. Tout n'est pas parfait chez moi. J'ai nature un pôle digital qui me prend beaucoup de temps, donc du coup, Ah, mais il n'y a pas évidemment, de. je peux pas tout faire. Mais Ouais. ouais, moi, je
je me dis, ouais, comment tu peux avoir autant de rendement qu'un maraîcher classique, quoi, avec le no-dig? Et ben en fait, je pense qu'il y a deux réponses. Il y a la réponse bio-intensif, où vraiment on serre les cultures un maximum, et en fait, par mètre carré, on va essayer de maximiser au plus. Et notre plan de culture est hyper ficelé, hyper. Enfin, alors, c'est loin d'être parfait et tout le temps on est raté et on se retrouve à bouger les trucs, mais vraiment hyper précis pour pouvoir nous laisser le moins de temps entre deux cultures et maximiser au mètre carré. Première chose. Et deuxième chose, le sol nous permet d'avoir des excellents rendements. Et en fait, il y a Charles Odding qui a fait des comparaisons. En fait, il a fait depuis une dizaine d'années un plot en Odig, un plot où il bêchait avec la même quantité de compost. Et en fait, il voit au fur et à mesure des années qu'il a à chaque fois plus de rendement en Odig que en, que en sol bêché, quoi. Mais c'est surtout, enfin, ça c'est un peu, je pense que c'est peut-être 10-15%. Mais surtout, la réponse, c'est le bio intensif, quoi. Et après, bon, tu vois, il y a la ferme de Cagnol. C'est vrai que je l'ai pas mis, la ferme de Cagnol, c'était une bonne inspiration aussi, qui sort des rendements dingues et des gros légumes grâce à leur sol vivant, quoi. Ouais, la ferme de demain, je connais un peu. C'est vrai qu'il a Ouais, des gros rendements aussi, ouais. ouais, Mais il n'est ouais. pas spécialement anodique, quoi. Il est sol vivant. Il est MSV, lui. Ouais, En fait, Nodic, c'est juste que c'est sur plus petite surface ouais, c'est et ça. on met du compost. Mais c'est du MSV. C'est une forme de MSV, en fait. C'est une forme de MSB. Exactement, c'est ça, ouais. Mais petite surface, parce que c'est vrai que tu ne dois pas mettre du compost sur des grandes surfaces déjà. Ouais, Récupérer des copeaux sur des grandes surfaces, ça fait quand même un coût assez important. Enfin, ouais. nous, Après, par exemple. j'ai un collègue qui est sur MSV que sur compost, mais il a 3 hectares que compost. En fait, il a accès à du compost gratuit et il a un épandeur, il met 10 centimètres par an. Bon, c'est un peu beaucoup, mais voilà, et d'autres exemples aussi hein, qui marchent bien. Hmm. Mais je pense qu'il y a plein de systèmes qui fonctionnent en fait. Après, faut trouver Mm, votre système, faut trouver ses aspirations, comment gérer son exploitation et puis ouais, son temps aussi, voir comment vous gérez votre temps. exactement. C'est simple. Il n'y a Après, pas un système hmm. parfait, il y a un système qui vous ressemble. Et, Ouais, euh, c'est ça. et moi, j'avais à cœur de vous présenter le Nodic parce que, alors, euh, ça aurait, euh, ça aurait été intéressant, je pense que j'aille un peu plus loin, mais malheureusement, le temps ne le permettait pas. Euh, mais en fait, parce que vu que c'est pas connu en France, j'avais à cœur de vous le montrer. Et je trouve que c'est dommage que ce soit peu connu parce que ça peut attirer du monde, quoi. Mm. Comme Fortier attire du monde. Oui, oui, c'est vrai que c'est peu connu quand même. Hmm. Du coup, pardon, moi j'aurais une question du coup à Xavier Mortagne. Oui. Au sortir de Naturapol, vous avez une visibilité un petit peu des orientations des uns et des autres avec leurs projets? Alors oui, alors moi personnellement, je suis pas exactement toutes les sorties, mais oui, ils ont un retour client, comme on dit, et on sait exactement ce que font les uns et les autres. Alors, il y a une insertion assez intéressante. Moi, je fais le suivi de stage, par exemple, de Ah ouais, je sais. tous les VP, donc du coup, j'ai régulièrement des anciens de chez nous, donc ce qui me prouve qu'il y a de l'installation derrière. Après, quel système ils vont utiliser, je peux pas vous dire exactement. J'ai de tout. J'ai un peu de tout. J'ai beaucoup de petites surfaces, c'est vrai. Majoritairement, là, les deux derniers que j'ai appelés aujourd'hui, petites surfaces. Et en plus, je les avais déjà eu en cours avant, ouais, en effet. Mm. Et, ouais, il y a Après, des c'est projets. difficile d'avoir du terrain aussi, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et il y a des projets qui sont complètement différents. Il y en a qui reprennent les fermes familiales, il y en a qui doivent trouver leur foncier. Donc voilà. Et puis ça dépend des zones, hein. Il y en a qui cherchent encore. J'ai un copain en Corse, là, ou un sur Nice, qui n'ont pas trouvé de terrain. Donc ils ont le BP, mais ils peuvent pas s'installer pour l'instant. Effectivement, en Corse, le foncier, c'est une grande bataille. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je crois pas que, C'est hein, pas que encore, hein. Mm. Non, c'est un à peu partout maintenant, je pense. l'indivision. Mais Ouais. encore, c'est encore pire. Ah oui, oui, si, entre les indivisions, un jour je veux, un jour je veux pas, Ouais, c'est ça. c'est Malheureusement, assez encore, compliqué.
c'est très C'est très volatile, compliqué. quoi. On a une réponse qui est positive, on commence à se focaliser sur le projet, et puis après, bah, ça tombe à l'eau. C'est ce qui m'est arrivé, donc oui. Oui, bah oui, Je... c'est ce qui est arrivé aussi à deux ou trois anciens de chez nous, et c'est vrai qu'on échange encore. Malheureusement, c'est vrai que nous, on a peu de pouvoir là-dessus, quoi. Mm. Hmm. Vous pouvez essayer les agri bio, enfin les céréaliers bio, parce que je sais ils sont plus enclins au conventionnel en général que de mettre à disposition long terme, mais il y en a qui mettent à disposition un bout de terrain Oui. pour des maraîchers pour s'installer. Et il y en a beaucoup qui passent enfin, il y en a certains qui passent par l'espace test agricole. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Oui. Oui, oui. Ouais. Enfin, ça peut être peut-être pas comme ça ici, mais oui, oui, il y a eu des possibilités. En fait, il y a une espèce d'association qui vous laisse je dirais une petite surface. Et au moins, ça aide aux petits agriculteurs de se former, d'apprendre ses erreurs. Et par la même occasion, on peut vendre nos fruits, comme je dis, aux associations, là encore. Donc, Mhm. c'est un petit bonus, c'est un bon partage. Ouais, les espaces tests. Est-ce qu'on a des Normands dans la salle? Hmm. Oui, Ok. Il y a Rhizome en Normandie qui fait ça. Ouais, il y a raison. rhizome. Ouais. Hmm. Moi, je trouve ça sympa pour débuter. Ok. Oui, puis il y a aussi enfin, moi j'appelle ça des gros agris, des céréaliers, qui des fois, pour se donner bonne conscience, sont prêts à installer des maraîchers aussi. J'ai déjà vu Mm. plusieurs cas dans ce Ouais. style. N'hésitez pas à aller voir contacter les ADR, les GAB, les groupements Ouais, les d'agriculteurs GAB. biologiques, et contacter ces gens-là, les chambres d'agri. Bon, c'est mieux les GAB, mais On pour vous sait mettre en jamais, ouais. relation avec ces gens-là, parce que ça peut toujours, enfin, faites-vous connaître. Et, euh, et voilà, il y a aussi Terre de Liens, je sais pas si vous connaissez. Oui, ça va bien. Terre de Liens. C'est assez connu, ouais. Après, terre de liens, quand on est déjà implanté quelque part parce qu'on est propriétaire, c'est pas évident, quoi. Ah ben non. Parce que si vous n'avez pas des trucs aux alentours, Hmm. Je comprends pas du coup. Terre de Liens, c'est dans le cas d'une recherche. oui, mais tu peux déjà avoir un bien, avoir ta maison, machin, Ah oui, oui. Ouais, et du Oui, et coup, chercher à côté de chez toi. Ouais. et voilà. Mm. c'est pas évident, ouais. Après, le foncier, En ouais, tout c'est une cas, sacrée histoire. bon, c'est peut-être un tantinet décalé, mais j'ai participé il y a 10 jours là à un débrief de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire qui commence à s'intéresser au maraîchage. Parce qu'en fait, jusque-là, c'est une filière qui était vraiment. Enfin, moi, quand j'ai fait ma C1, c'était même pas l'horticulture, c'était autre 2%. Donc, c'est même pas désigné horticulture. C'est-à-dire que dans les autres, il y a l'horticulture. Et là, en fait, ça commence à se développer un petit peu le légume en Haute-Loire. Donc, il commence à s'y intéresser. Donc, il y a peut-être des choses à faire, quoi. Ça fait aussi, ouais. C'est Hmm. bien que le maraîchage soit de plus en plus populaire. Mm. Il nous faut Oui, plus de maraîchers. Il nous faut plein de Ouais, c'est maraîchers. clair. Mm. c'est clair. Nous, on disait, il en faut un par village. Ouais, c'est ça. Mm. Il faut aussi des éleveurs cool. Allez voir, vraiment, je vous encourage. Arrête Allez ton voir, feu. allez voir Richard Perkins, qui fait de l'élevage régénératif. C'est super intéressant. L'élevage de petite échelle, et oui, il nous faut des bons éleveurs. Bon, en tout cas, on va peut-être s'arrêter là, Antoine. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Donc, bah, pareil que la dernière fois, j'envoie le replay assez rapidement, j'envoie de la documentation ce coup-là, et puis on vous tient informé pour une troisième visio avec Antoine, et il y en aura peut-être sûrement d'autres. On est à l'étude, on est en train d'échanger pour peut-être une plus spécifiquement sur le sol. On va voir ce qu'on va vous proposer
prochainement. Ok, super. Voilà. Ok, Merci à vous. merci. Merci beaucoup à tout le monde, Merci. toutes et Bonne tous. Merci soirée à beaucoup. tous. Accueil, votre, pardon, j'arrive pas à trouver le nom, mais votre interactivité, votre engagement et votre attention. C'était un grand Merci plaisir. à vous. Même avec une gastro, Merci à c'était vous. cool. Merci d'avoir été quand même. Faut boire juste de l'eau de riz Merci et manger Matou. beaucoup de riz. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée Bonne à soirée, au tous. revoir. Bonne soirée à vous Merci. tous. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir.